Et cette histoire, comme tous les aspects comptables, c'est un bilan. Et un bilan, c'est un passif, mais également un actif. Ce que nous faisons aujourd'hui pour relever de notre actif vis-à-vis de la France, qui, pendant longtemps, d'abord par la traite négrière, où des millions et des millions d'Africains ont été, malgré eux, contre leur gré, forcés, contraints à quitter leur terre pour aller servir d'esclaves, c'est-à-dire de bétail. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de ces pans de l'histoire, ou alors on veut qu'on l'entende selon la version du négrier. C'est ensuite de longues décennies de colonisation, supposé nous apporter la civilisation, mais qui a été un prétexte pour nous exploiter, nous dominer par le travail forcé, par l'occupation militaire et souvent par des guerres qui ont vu périr des milliers et des milliers de nos grands-parents. Et cet actif que nous avons, nous devons le valoriser. Il faut que nos concitoyens, demain nos enfants et après-demain plus tard nos petits-enfants, puissent connaître cette histoire-là pour pouvoir la défendre et pour pouvoir empêcher que cela se reproduise. De ne pas comprendre que des événements beaucoup plus récents aient été mieux défendus lorsque le régime de Hitler a persécuté les Juifs, les a amenés dans des camps de concentration, les a maltraités, les a gazés, les a affamés, ce que nous condamnons tous en tant qu'êtres humains. Au lendemain de la guerre mondiale, tout un dispositif a été mis en place pour que la mémoire soit encore vive et qu'on l'impose à tous les peuples de l'humanité. Personne aujourd'hui n'ose remettre en question la Shoah sous risque d'être traité de négationniste et d'être poursuivi par la justice. Il n'est qu'à demander à l'humoriste français Dieudonné pour savoir de quoi je parle. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et tous ses alliés ont imposé à l'Allemagne un devoir de mémoire, mais également un devoir de réparation. Ne l'oublions pas, et cela ne date que de 1945. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas poser un débat très sérieux et très profond sur l'esclavage et exiger une réparation? Et comment se fait-il que nous n'osions pas poser le débat sur cette sombre période de la colonisation et en conséquence exiger les réparations qui vont avec? Nos leaders politiques sont interpellés. Ces présidents de la République qui font toujours la courbette derrière tout autre président non africain sont interpellés parce que la dignité ne se donne pas. La dignité s'arrache. Pourquoi aujourd'hui le Rwanda de Paul Kagame est respecté? Parce que Paul Kagame a su imposer à cette France de reconnaître son rôle dans le génocide rwandais. Et le Mali va être bientôt respecté, puisque pour la première fois, une justice africaine ose convoquer un ministre français pour l'entendre. L'Algérie est de plus en plus respectée parce qu'elle a exigé de cette France de reconnaître les méfaits de la guerre de libération de l'Algérie. Et les massacres qui ont suivi après, y compris le massacre qui s'est déroulé sur les bords de la Seine. C'est un débat politique que nous posons. Ce n'est pas un débat entre des peuples qui n'ont pas à endosser fondamentalement la responsabilité de ce que leurs grands-parents ont fait, sauf s'ils s'en revendiquent. Mais les pouvoirs politiques de ces peuples-là doivent reconnaître les méfaits des ajustements des pouvoirs qui les ont précédés et avoir une attitude en conséquence. Et c'est cela que nous avons essayé de célébrer aujourd'hui. C'est par devoir de mémoire. Il est important que nous connaissions notre histoire pour pouvoir nous
projeter vers l'avenir. Les 3 rues que nous venons de rebaptiser, celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, devant la mairie de Ziguinchor, en fait partie. Nous avons choisi de l'appeler rue de la paix. La paix que nous voulons pour le monde entier. La paix que nous voulons pour l'Afrique. La paix que nous voulons pour le Sénégal et la paix que nous voulons surtout pour cette Casamance qui a suffisamment souffert du crépitement des armes de 1982 à maintenant, c'est-à-dire 40 années. 40 années de souffrance, 40 années de sang versé, de vie emportée, 40 années d'économie au ralenti, malgré l'extraordinaire potentiel de cette région de Casamance, de cette région naturelle de la Casamance, qui devait être aujourd'hui l'un des fers de lance du Sénégal en termes de développement. C'était parti, justement, ça a démarré sur cette rue-là en 1982, là-bas devant la gouvernance de Ziguinchor. Et c'est pourquoi, parce que nous souhaitons cette paix, parce que symboliquement il était important, et parce qu'en même temps nous adressons nos prières au Seigneur et nous lançons un message à tous les protagonistes. Et c'est pourquoi il était important de dénommer cette rue de la paix. À compter d'aujourd'hui, aucun Ziguinchorois, aucun Sénégalais, aucun être humain, d'où qu'il vienne, n'a plus le droit d'appeler cette rue avenue du Général de Gaulle. Elle ne s'appelle pas avenue du Général de Gaulle, elle s'appelle rue de la paix. Pour la deuxième, que nous avons également baptisée, nous l'avons appelée Séléki 1886. C'est une histoire. Celle-là, c'est une histoire que les Sénégalais, les Africains et les Casamanciens en particulier doivent connaître. Parce qu'on nous a présenté l'histoire du Sénégal comme une histoire de soumission, de fuite, de débandade face aux colons. Cette histoire n'est pas tout à fait vraie. En tout cas, elle ne l'est pas ici, en Casamance. Et les archives françaises elles-mêmes parlent de cela. Le 2 février 1865, une colonne de 500 hommes sous les ordres du colonel Jean-Marie-Émile Pinet-Laprade débarquait à Caravane. Parmi les soldats engagés figuraient 150 hommes d'infanterie de marine, 50 disciplinaires, 2 obusiers, 50 artilleurs, 50 laptops, 50 tirailleurs sénégalais, 200 tirailleurs sénégalais. Et après une marche de 8 km, la colonne atteignit Djembérin, l'objectif étant de pacifier, selon nos termes, la région et de l'annexer à l'Empire français. Les troupes françaises réquisitionnèrent tout le bétail, réprimèrent dans le sang les premières résistances à partir de Djembérin et imposèrent un impôt à payer à tous les villages soumis. Mais cette opération n'a jamais changé l'attitude des populations locales qui refusèrent d'abdiquer. En 1869, les villages de Diakam, de Kagnout, refusèrent de payer l'impôt. Ils furent réprimés dans le sang. Mais malgré tout, les bateaux français qui accostaient étaient toujours pillés. C'est en 1886 que les troupes d'Ayoun se sont unies aux gens, aux populations de Séléki, près d'Alamport, et dans un guet-apens qu'ils ont tendu aux troupes françaises,
succombait le lieutenant Truche et beaucoup de tirailleurs qui l'accompagnaient. Je dois dire que cet événement a été supervisé par l'illustre Djignabo Bassène. Beaucoup de gens nous ont interpellés pourquoi nous n'avons pas appelé cette rue Djignabo Bassène. Pour deux raisons. La première, c'est que Djignabo Bassène a déjà été bien honoré puisqu'il porte le nom du lycée que nous avons tous fréquenté, le lycée Djignabo. Mais nous avons pensé qu'au-delà de sa personne, il fallait rendre hommage à l'ensemble de ceux qui sont battus lors de cet événement, c'est-à-dire tous les fruits d'Ayoun. Et c'est pourquoi, en mémoire de ces braves Sénégalais, puisqu'il y a eu d'autres batailles gagnées en Casamance, vous connaissez tous la bataille qui s'est passée à Tchokessine et qui fait porter une rue à Dakar qui s'appelle rue de Tchonk et qui a été remportée par les autochtones de Tchonk. Et vous avez entendu parler de la fameuse bataille qui s'est passée dans le Sédhiou et qui fait porter également le nom d'une rue de Dakar, la rue Sanguinieri. L'histoire retiendra que ces batailles-là ont été remportées ici en Casamance, malgré l'infériorité technologique, et ont été remportées et que l'envahisseur a perdu, je ne dis pas des soldats, mais de hauts gradés. Mais ce que la mémoire ne peut pas comprendre jusqu'à présent, c'est pourquoi, après nos indépendances, nous avons continué. Que la France ait voulu honorer ceux qui l'ont servi dans son entreprise de colonisation, en leur donnant le nom de rue, peut se comprendre. Mais que plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on puisse garder les dénominations de nos rues. Ces dénominations de nos rues, à Dakar, à Saint-Louis, à Rufisque, à Ziguinchor, est proprement incompréhensible. Je dis tout le temps que vous ne verrez jamais une rue en France, même dans la plus profonde campagne française, vous ne verrez jamais une rue qui s'appelle Göring ou Hitler. Ce n'est pas imaginable. Comment peut-on imaginer ici qu'on ait des rues qui s'appellent Lieutenant Truche ou Sanguinieri ou je ne sais quel autre nom? Et c'est pourquoi nous avons choisi de redonner à cette rue le nom de Séléki 1886. La troisième rue que nous venons d'inaugurer également est une rue qui portait le nom de Javelier, capitaine Javelier. L'histoire du capitaine Javelier, il fait partie de ceux qu'on appelait les pacificateurs. La pacification s'entendant ici dans le sens de réprimer toute résistance ou toute velléité même de résistance à la pénétration coloniale, d'abord, mais également au paiement de l'impôt et à la mobilisation des troupes contre leur gré, aussi bien pour la Première que la Deuxième Guerre mondiale, pour aller se battre pour la France. Sanguinieri recruta des Sénégalais, ici à Bignona, et les mena de force en France lors de la Première Guerre mondiale. Ces Sénégalais, dont le nombre varie selon les archives entre 70 et 150, ont été tous massacrés en France. Aucun d'eux n'est revenu vivant. Aucun d'eux n'est carrément pas revenu, même leurs dépouilles mortelles n'ont pas été rapatriés à Bignona. Et pour le récompenser, la France lui a donné le nom de l'une des rues les plus fréquentées, les plus connues et les plus commerciales de Ziguinchor, c'est-à-dire cette rue perpendiculaire à celle
qu'on a appelée désormais rue de la Paix. Nous avons considéré qu'il y a mieux à faire que de laisser cette dénomination et nous avons donné le nom de cette rue à nos aïeuls, à nos grands-pères qui étaient appelés improprement d'ailleurs tirailleurs sénégalais. Puisque dans le vocable, les tirailleurs sénégalais regroupaient toutes les nationalités africaines, mais on les appelait tirailleurs sénégalais. On a décidé de donner ce nom, mais en l'appelant tirailleurs africains, qui me semble beaucoup plus collé à la réalité de ces fils d'Afrique qui étaient de Côte d'Ivoire, de Bénin, du Cameroun, du Togo, de tous les pays d'Afrique, et certainement le plus gros du contingent d'ailleurs venait de ces pays, et qui souvent ont été mobilisés contre leur gré, ont été contraints et ont été quelquefois même maltraités. Nous avons donné à l'une des rues également le nom de Thiaroye 44. Ça va dans la même veine, parce que l'histoire de Thiaroye 44, c'est l'histoire de Sénégalais, d'Africains généralement, qui le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye à Dakar, avaient été lâchement assassinés par le haut commandement français qui fit ouvrir le feu sur ces soldats africains désarmés. Ces soldats revenaient de plusieurs années en Europe où, suite à la débâcle de juin 1940 de l'armée française, ils avaient été faits prisonniers. À leur libération, ils débarquent à Dakar le 21 novembre 1944 et rapidement, alors qu'ils sont en voie de démobilisation et qu'ils doivent être acheminés vers leur colonie d'origine, ils réclament légitimement l'argent auquel ils ont droit, en plus de différents pécules et primes, le rappel de soldes de captivité, suivant les situations d'ancienneté. Suivant les situations d'ancienneté, de grade pour chaque soldat, correspondant aux sommes les plus importantes que chacun d'entre eux devait percevoir. Cet argent aurait changé certainement le destin de la plupart d'entre eux, qui ont souffert d'abord de la mobilisation forcée, qui ont souffert des rigueurs de la guerre, souvent dans des climats qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez un Sahélien qui se retrouve sous la neige du jour au lendemain, mais qui ont souffert également des rigueurs de la détention dans les geôles allemandes. Cet argent aurait certainement permis de changer le destin de la plupart de ces jeunes hommes, en majorité provenant de milieux ruraux et très modestes. Quoi qu'il en soit, prétextant d'éventuels vols pendant la traversée en bateau, le ministère français de la guerre a fait édicter une circulaire précisant que ces soldes doivent être payés un quart à l'embarquement en métropole et les 3 quarts restants à l'arrivée à Dakar. Cela n'a pas été fait. Et incurie des autorités françaises présentes à Dakar. Est-ce que c'est une incurie des autorités françaises présentes à Dakar ou une volonté délibérée de détourner cet argent? Le 27 novembre 1944, un premier contingent de plus de 500 hommes, devait quitter en train le camp à destination de Bamako et des colonies du Sud. N'ayant pas été payés, ces hommes tout naturellement refusent de partir. Cela occasionne la visite le lendemain du général Dagnan. Que se passe-t-il alors? Celui-ci, selon ses dires, estime qu'il a failli être pris en otage par les tirailleurs. Peut-être a-t-il été bousculé. Les archives sur ce point restent lacunaires. Cela semble insupportable pour cet officier supérieur. Le soir même, il décide
de monter une opération de répression que de Boissel et Cornari valident, c'est-à-dire les commandants de l'époque. Dans la matinée du 1er décembre, les tirailleurs furent réunis sur l'esplanade du camp Thiaroye et des tirs provenant d'armes automatiques partent, occasionnant des dizaines de morts, peut-être même des centaines. Si ce bilan concernant le nombre de tués est aussi imprécis, c'est que, dès qu'il advient, on est en face d'une véritable tentative pour camoufler cet événement. Ainsi, le nombre de soldats présents dans le camp de Thiaroye ce jour-là varie dans les différents rapports de 1200 à plus de 1600 soldats, ce qui semble assez inconcevable dans une institution comme l'armée. Les rapports des différentes autorités présentes à Dakar comportent des non-dits, des incohérences qui font penser que l'on est en face à une véritable falsification de ce qui vient de se produire. L'enjeu étant de faire considérer que cette répression sanglante était légitime, d'où l'insistance à la qualifier de mutinerie. Et la France, de manière froide, venait d'assassiner des dizaines et des dizaines de soldats qui lui avaient servi au péril de leur vie, de leur liberté, et qui ne réclamaient que le paiement de leurs primes. Et je rappelle que ces primes étaient largement inférieures aux soldats français, à celles des soldats français de même grade et de même rang. Le 13 novembre 2017, en tant que député à l'Assemblée nationale, j'avais interpellé le gouvernement du Sénégal sur cette question. Je disais à ce gouvernement, Monsieur le ministre, en cette veille de commémoration du 73e anniversaire des événements survenus le 1er décembre 1944 au camp militaire français de Thiaroye, il est grand temps de faire toute la lumière sur cette tragédie. S'est-il agi de la simple répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes? Et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a eu que des tirailleurs qui ont été tués? Parce que des soldats aguerris, armés, qui font face à d'autres soldats, il est évident qu'il y aurait eu des morts du côté des Français également. Donc, s'agit-il simplement d'une répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes, comme l'ont prétendu les autorités coloniales, ou plutôt de massacres prémédités d'anciens prisonniers de guerre africains désarmés, maquillés en rébellion armée afin de les spolier de leur solde de captivité et primes de démobilisation, comme en attestent les résultats des recherches archivistiques de divers historiens. Il semble désormais possible de trancher définitivement ce faux débat en répondant clairement et formellement aux deux questions suivantes. Question principale, Monsieur le ministre, votre gouvernement serait-il prêt à abréger la controverse sur le nombre réel de tirailleurs sénégalais victimes de la tuerie en procédant à l'exhumation et à l'inventaire des corps ensevelis dans les fosses communes, dont l'une au moins est située à l'intérieur de l'actuel camp Thiaroye? Ceci permettrait de restaurer le droit de ces tirailleurs, d'abord à une sépulture décente, ensuite à une réhabilitation totale, à la fois mémorielle, avec révision du procès unique des survivants devant le tribunal militaire de Dakar en 1945, mais également une réhabilitation même matérielle avec restitution à leurs héritiers par la France des droits, des soldes, indemnités et primes spoliés. Question subsidiaire, la presse, Monsieur le ministre, ayant rapporté que le président François Hollande aurait remis à son homologue sénégalais l'intégralité sous forme numérisée des archives administratives françaises relatives à cette tragédie. Peut-on savoir si celles-ci sont complètes ou non, et où, quand et comment seront-ils accessibles et consultables? Ce triple devoir de mémoire, de vérité et de justice envers des martyrs africains du massacre de Thiaroye 1944 incombe d'abord au gouvernement et au Parlement sénégalais. Je ne vous dis pas la réponse qui m'a été apportée, elle équivaut à une non-réponse parce que les valets de la France n'oseront jamais poser un acte qui serait interprété comme un défi vis-à-vis de la France. L'acte que nous voulons poser aujourd'hui
est certes un acte symbolique, mais j'invite cette jeunesse particulièrement, j'invite les élites intellectuelles, j'invite l'ensemble des Sénégalais et des Africains à poser ces actes parce qu'ils sont importants. Nous ne serons jamais respectés tant que nous n'aurons pas imposé à ceux qui, dans le passé, nous ont fait subir ces traitements, ces situations, quand on ne leur a pas fait subir cette obligation à leur tour, de reconnaître leurs crimes, de reconnaître leurs méfaits et surtout de contribuer à ce devoir mémoriel, mais également de réparer matériellement ces injustices qu'ils ont fait subir à l'Afrique et qui nous poursuivent jusqu'à présent. Parce que quand vous sortez 15 millions minimum d'Africains de l'Afrique, dans les conditions que nous connaissons, qu'ils soient allés vers l'Amérique ou qu'ils soient allés vers l'Arabie, vous avez dépouillé l'Afrique de ce qu'il avait de plus valeureux en termes de capacité physique, mais également en termes de capacité intellectuelle. Et cela ne se remplace pas du jour au lendemain. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers de Ziguinchor et des Ziguinchorois d'être les précurseurs de cet effort de restitution de la vérité historique. Je vous remercie pour votre attention. Alors, dans le cadre donc de ces activités, monsieur le maire sera au niveau de certains quartiers pour voir le visu ce qui est en train de se passer en termes de tirage des capitales, parce qu'il y a des gens qui sont sur place qui sont en train de voir cette famille. Mamba. Okay. Dan arrêté ah. Ya ada enregistrement kan. Careful lah. Ayo. Vamos ya.
Satu bulan.